on va avancer dans l'étude de la docte ignorance en abordant le chapitre 11 et le chapitre 12, intitulé, le premier chapitre 11, intitulé « De la grande aide des mathématiques dans l'appréhension des diverses vérités divines ». Et le deuxième, chapitre 12, « Comment user des signes mathématiques selon notre propos ». Donc, situons déjà un peu la préoccupation de Nicolas par rapport à sa philosophie, le rapport entre mathématiques, et finalement le rapport entre les mathématiques et sa philosophie de l'un, sa métaphysique de l'un. Comment se présente ce rapport entre mathématiques et métaphysique? Une réponse à cette question peut être cherchée dans le chapitre 11, justement, du premier livre de la Docta Ignorantia, intitulé, de manière significative, « De la grande aide des mathématiques dans l'appréhension des diverses vérités divines ». Les vérités divines constituent l'objet de la métaphysique. On ne peut y accéder qu'en dépassant les réalités matérielles, sensibles. Or, Nicolas laisse clairement entendre dans ce texte qu'il est douteux d'atteindre les réalités spirituelles à partir des réalités matérielles et sensibles, lesquelles sont, dit-il, dans une instabilité continuelle. Pour y parvenir, donc, il ne peut y avoir aucun doute sur le point de départ. Et ce point de départ indubitable ne peut se trouver que dans les mathématiques, science certaine. Je lis, je cite, « Nous n'avons rien de certain dans notre connaissance que notre mathématique, et c'est elle qui est notre symbole pour aller à la chasse des œuvres de Dieu. » La connaissance mathématique est considérée donc ici comme un modèle de connaissance certaine. Or, toute connaissance procède par comparaison, nous dit Nicolas. Comparer signifie mesurer, mesurer l'écart, la distance qui sépare une chose d'une autre dans un monde où justement règne l'inégalité et qui, de ce fait, est entièrement mesurable, ou la mesure, ça précise les distinctions entre les choses, quoi. Ça précise la mesure des choses grâce à la mens mensurans, l'esprit mesurant. Il fait un jeu de mots, si on veut, quoi, sur la mens mensurante, l'esprit qui mesure, qui est mesurant. L'activité de l'esprit, ce qui le définit, c'est mesurer. Et mesurer, c'est comparer. Et on peut comparer entre des choses différentes. Et comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas justement ce miroir brisé, ces éclats différents d'une quantité différente les uns des autres. Et donc, là où règne la quantité, l'inégalité, donc règne le mesurable, et c'est l'objet, et fait l'objet de la mens mensurans, de l'esprit mesurant, dont l'essence, pour ainsi dire, est de mesurer. Connaître consiste donc à ramener, donc connaître consiste à ramener l'inconnu au connu. L'inconnu est donc du non mesurable dans cette perspective. Il échappe à la mens. Il échappe à la mens mensurans. On ne peut connaître, autrement dit, que du mesurable. L'acte de connaître est ainsi assimilé à l'acte de mesurer une grandeur inconnue au moyen du nombre, c'est-à-dire d'une unité préalablement connue parce que précise. Je cite, « Toute recherche, par conséquent, procède par des comparaisons proportionnelles, faciles ou difficiles. C'est pourquoi l'infini, qui échappe en tant qu'infini à toute proportion, demeure
inconnue. Or, la proportion qui exprime en même temps accord et altérité dans une chose unique ne peut se comprendre sans le nombre. Dès lors, le nombre inclut tout ce qui est susceptible de proportion. Le nombre qui produit la proportion n'est donc pas seulement dans la quantité, mais d'une certaine manière, dans toutes les choses qui, substantiellement ou accidentellement, peuvent s'accorder et différer. De là peut-être vient que Pythagore affirmait avec vigueur que tout était constitué et compris par la force des nombres. Et donc ici, le Pythagore, le pythagorisme joue un rôle important dans la pensée de Nicolas de Cuse, au point que on peut définir même sa doctrine comme un néoplatonisme pythagorisant, comme je l'ai dit. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit, il pense exactement quand il dit que le nombre n'est pas seulement dans la quantité? Je crois que c'est... Oui, alors donc, voilà, ce passage justement met en avant la filiation pythagoricienne de l'énologie de Nicolas de Cuse, hein, et donc il faut se demander dans quelle mesure il donne la clé justement du rapport entre mathématiques et métaphysique tel que le conçoit ce dernier. Le nombre, c'est ce qui mesure la quantité. La quantité, c'est ce qui est mesurable. Et avec quoi mesure-t-on? Avec le nombre. La quantité est justement imprécise, puisque la quantité est différenciée quoi, dans les différentes choses. Tout n'a pas la même quantité. Et c'est pourquoi il faut mesurer, on peut mesurer les choses, mais à condition de mesurer les choses avec un nombre précis. Le nombre, disons, est ce qui n'est pas la quantité, mais ce qui permet de mesurer la quantité. Parce que la quantité est mesurable, mais elle n'est pas mesurée, quoi, je veux dire, par elle-même. Le nombre qui produit la proportion n'est donc pas seulement dans la quantité, seulement dans la quantité. Il produit la proportion, c'est-à-dire on peut comparer une quantité d'une autre. Voilà ce que ça veut dire. Il y a plusieurs quantités. Chaque élément, chaque chose a sa quantité, son poids, si on veut, quoi. Sa mesure. Il faudrait ici distinguer la substance de l'accident et distinguer la quantité de la substance. Or, ce qui dit, la quantité ne se distingue pas de la substance, puisque c'est le chiffre, le nombre qui serait substantiel. Voilà. Le nombre serait substantiel, comme chez Pythagore. Quant à la quantité, elle est ce qui diffère. Ouais, ce qui diffère. Ouais. Or, on sait que la substance est ce qui ne diffère pas. Ouais, ce qui diffère se diffère au niveau de l'accident. Bon, gardons un peu cette réflexion pour plus tard, pour y revenir. Le nombre produit la proportion qui permet la comparaison, dit Nicolas. Cela signifie qu'il n'est pas le résultat de la proportion. Il est lui-même précédé par ce qui est sans proportion, c'est-à-dire unité pure et nue de l'un, qui n'est pas un nombre. L'un n'est pas un nombre, parce qu'il est sans proportion avec le fini, et dont l'unité indistincte de soi demeure inconnaissable. Et bon, ça c'est... Bon. Avançons un peu, après on reviendra là-dessus. Cela signifie que la proportion ne relève pas de la quantité seulement. Elle exprime aussi accord et altérité dans une chose unique. Elle est dans chaque chose qui diffère et s'accorde avec chaque chose substantiellement ou accidentellement. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, une chose n'est pas autre que soi, et elle est autre d'une autre, parce qu'elle est une et unique. Voilà. Donc Nicolas assimile le nombre en tant qu'unité à une force constitutive de la chose. Cette force est identifiée dans les dialogues de l'idiot sur la sagesse, à la force de l'esprit, à la vis mentis, à l'esprit mesurant, qui constitue la chose, en la distinguant d'une autre, en la mesurant, grâce aux proportions. Nous verrons que cette doctrine n'est pas sans référence à la pensée justement de Pythagore, que Nicolas mentionne dans ce texte qu'on a cité. Donc, donc il faudra revenir un peu sur cette quantité, cette quantification du réel. Qu'est-ce que le réel pour lui? C'est l'un sans l'être toujours.
La réalité, il faut jamais oublier que pour lui, c'est une projection, c'est une imitation, c'est une assimilation à l'un, quoi. C'est un reflet, voilà. Ce n'est jamais un effet réel. Bon, on va revenir là-dessus. Bon, le critère mathématique de la définition de la vérité est la précision absolue. La précision absolue consiste en l'égalité parfaite, où ce qui est comparé ne s'oppose plus à ce à quoi cela est comparé. Il n'y a plus de comparaison possible parce que c'est une identité totale, disons. Donc là règne l'incomparable, c'est-à-dire le non mesurable, l'immense, en dehors de l'esprit mesurant, la mensurance. Le non mesurable est du non nombrable, c'est-à-dire du non déterminable. Tel est l'infini. L'infini est indéterminé, sans proportion avec le fini, et par conséquent inconnaissable. Afin de détacher le mesurable du non mesurable, Nicolas distingue l'infini en infini négatif et en infini privatif. Voilà la clé. On va essayer de comprendre ça. L'infini privatif se définit comme ce à quoi on peut toujours ajouter quelque chose de nombrable, donc de comparable. L'infini négatif, lui, est ce à quoi rien ne peut s'ajouter ni être retranché. En tant que tel, l'infini est pure simplicité. C'est l'indivisible unité. C'est l'un en acte. Tout ce que l'un est ce qu'il peut être. C'est pourquoi le pouvoir ici de l'un, c'est d'être en acte d'être un en acte. L'acte et le pouvoir. Être en acte, pour lui, c'est la même chose. On y reviendra. Si on compare en effet quantitativement le grand et le petit, on constate qu'il peut toujours y avoir un plus grand ou un plus petit. On arrive donc de la sorte, on n'arrivera jamais à l'infini. On n'atteint donc pas le maximum absolu qui échappe à toute comparaison. Ce maximum d'unité, cet infini, cette indétermination pure, cette simplicité absolue. Dire que l'un est infini négativement, c'est donc dire que rien ne peut quantitativement le limiter. Il est tout ce qu'il peut être. Le maximum absolu. Rien ne peut s'ajouter à lui. C'est pourquoi il n'est pas de l'ordre du quantifiable, du mesurable, et donc du pensable, dans la mesure où la mens est mesurance. Mensurance. Dire que l'univers est privativement infini, en revanche, c'est dire qu'il ne peut être limité par quelque chose de plus grand et d'extérieur à lui, puisque quelque chose peut toujours s'ajouter à lui. Il est donc en ce sens autre que Dieu, que le maximum absolu. Il est autre que le maximum absolu. Et pour lui, comme pour lui, Dieu c'est l'un c'est Dieu. Dieu n'est pas au bout d'un univers sans bord. Le premier livre de la doctrine ignorance a enseigné que Dieu est le maximum absolu, un et infini en acte. Le deuxième livre nous apprend que l'univers est le maximum contracté, multiple et infini en puissance. Nicolas parle de l'univers en le distinguant de Dieu, comme d'un infini privatif par rapport à l'infini négatif, tel que nous les avons définis. Nous nous trouvons donc devant deux types d'infini, sans proportion entre eux, l'infini mathématique et l'infini énologique. L'infini mathématique, c'est-à-dire le nombrable, c'est que pour les mathématiques sont l'arithmétique, les nombres et la géométrie, les figures géométriques. Les nombres arithmétiques et les figures géométriques constituent
les objets des mathématiques qui sont le point de départ de la pensée de Nicolas comme fondement d'une pensée certaine. Cette distinction donc, entre les deux infinis, entre les deux maximums, fait des mathématiques un dépassement et annonce un dépassement des mathématiques. Et donc les mathématiques nous aident à dépasser le monde sensible, mais les mathématiques conduisent elles-mêmes à leur propre dépassement, ce à quoi justement nous devons accéder, c'est-à-dire l'inaccessible pour la raison, et qui ne sera atteint que dans la vision. Désormais, il ne reste qu'une pensée mesurante, finie, une mensurance du fini, qui identifie l'objet connu à du mesurable. Autrement dit, être, c'est être mesurable. Être, c'est être mesurable. Être, c'est être intelligé, au sens où être, et c'est être percipi, on dira. Il ne s'agit plus de l'étude de l'être en tant qu'être, c'est-à-dire de ce qui est en tant qu'il est, en recourant à une distinction entre l'essence et l'être, entre l'essence et l'acte d'être, précisément. Oui. Ici, nous sommes dans une philosophie pour laquelle le point de départ est a priori, comme je le sera pour Descartes. Le point de départ n'est pas ce qui est donné au sens, et qui renvoie, eux, à une réalité extérieure, qui, elle, est le point de départ de ce qui est en tant qu'il est, indépendamment de ce que je peux intelliger, parce que les sens sont comme une fenêtre ouverte sur le monde, qui se révèle à moi indépendamment de moi. C'est-à-dire, de telle manière qu'on peut dire que être n'est pas nécessairement être intelligé, et que les sens doivent toujours contribuer à la connaissance. Il n'y a rien dans l'intellect qui ne soit passé par les sens. Voilà ce que ça veut dire. Or, pour Nicolas, la raison est a priori, puisqu'elle part des objets mathématiques, des nombres et des figures géométriques qui sont des constructions de l'esprit. L'esprit qui n'est qu'une force. La vis mentis, c'est la force mesurante de ce qui réduit tout ce qui est à du mesurable. Parce que tout ce qui est du quantifiable. On y reviendra. Donc tourner vers l'un en soi, c'est-à-dire l'indivisibilité en soi, l'esprit, la mens, l'esprit fini reste aveugle. Tourné vers le multiple, il voit la totalité de ce qui est s'ouvrir indéfiniment, sortant du pli de l'un et s'expliquant, c'est-à-dire se dépliant, en existant, en sortant de soi. Il ne faut pas oublier donc le radical de ce mot, expliquer, le pli qui se déplie, le pli de l'un qui se déplie, se déplier, se développer. Moi, que j'avais fait des réserves sur l'usage du mot développer parce que je vous avais dit qu'envelopper signifie contenir quelque chose, envelopper quelque chose. Ici, le déplier et le déplier ne renferme rien. C'est l'un lui-même qui se déplie, comme une main qui s'ouvre et qui elle ne renferme rien, et qui s'ouvre et qui se déplie après avoir été compliqué, replié dans le pli de l'un. L'image d'une main qui s'ouvre et qui se ferme peut expliquer un peu le vide de l'un, n'est-ce pas, dans ce passage de la complication à l'explication que nous analyserons plus tard. Échappant donc à toute proportion et à toute comparaison, l'un demeure inconnu, immense, non mesurable. La main de rien n'accroche pas, n'a rien à prendre de lui, n'a rien à mesurer. Donc détaché de ce qui pourrait s'ajouter à lui,
L'un est pure indétermination, insaisissable. Il est au-delà de toute mesure et de toute affirmation. Si la métaphysique est science, elle ne peut donc l'être qu'en tant que docte ignorance. Ici, mathématiques et métaphysique se rejoignent pour mieux se séparer. Elles se rejoignent dans une même visée de ce qui est immatériel, non quantifiable, et elles se séparent sur le caractère inconnaissable, immense, de l'objet visé. L'ordre de la connaissance des figures et des nombres, c'est-à-dire des objets mathématiques nécessairement finis, est dépassé par l'ordre de l'inconnaissance, qui est l'ordre de la docte ignorance. Le point de départ mathématique conduit donc au dépassement des mathématiques. Je cite, au dépassement de toutes les vérités connaissables humainement, c'est-à-dire rationnellement, connaissables rationnellement par le calcul, par la ratio qui signifie calcul, de la mens mensurans. Il faut donc distinguer ce qui relève de la ratio et de ce qui relève de l'intellectus, qui lui est tourné vers l'un comme la ratio est tournée vers le multiple, si vous voulez, sur la multiplicité, sur le mesurable. De même que la ratio est tournée vers le mesurable, l'un est tourné vers l'immense, vers l'immense, le non mesurable. Les seules vérités accessibles à la connaissance humaine sont les vérités mathématiques, qui sont par leur précision à l'image de l'égalité absolue de l'un avec lui-même, mais d'un autre ordre. La philosophie de la connaissance, dont on nous dit qu'elle caractérise la modernité, philosophie du sujet, prend ce même chemin sans cesse repris par une pensée qui a le rien pour objet, quoi. C'est-à-dire que l'objet de la pensée, c'est un objet construit par l'esprit. C'est l'esprit qui construit son objet, et qui n'est rien, de donné in re, qui n'est pas donné in re. C'est un objet construit a priori. Donc on peut affirmer que la pensée de Nicolas de Cuse consomme la rupture avec la métaphysique de l'être, en ce sens, de type aristotélicien, et son point de départ, donc qui est le point de départ de la métaphysique formulé par Aristote au début de sa métaphysique comme science du on et on, l'étant en tant qu'étant, et qu'il faut traduire de ce qui est en tant qu'il est. Elle met donc cette pensée de Nicolas à terme à l'alternative entre une métaphysique de l'essai, de l'être, et une métaphysique de l'unum, de l'un, qui finit par s'imposer, mais qui a toujours été tout au long de l'histoire médiévale, depuis Plotin, finalement, le fil d'or de l'histoire de la pensée, éclairé, soutenu, guidé par le néoplatonisme, finalement. La sagesse est donc une docte ignorance qui ne débouche pas cependant sur le scepticisme, parce qu'elle sait qu'elle ne sait pas, et elle le sait de manière certaine. L'intellect sait qu'il ne sait pas. Il sait qu'il ne peut concevoir l'essence des choses, et que grâce à la docte ignorance, il peut concevoir par-delà sa propre limite, par sa propre limitation, sans précision, mais en toute certitude, un ordre de choses qui transcende ces formes de connaissance déterminées par sa finitude constitutive. Oui, ça, faudra bien réfléchir à tout ça. Donc ainsi, je cite, le maximum peut être intelligé incompréhensiblement. Oui. Parce que ce qui est compréhensible, c'est ce qui est mesurable par la ratio. Et tandis que l'intellect, lui, va au-delà du compréhensible, au-delà du mesurable. Bon, je l'ai déjà souvent dit, il n'est nullement question chez lui d'un être des étangs
qui serait créé par un essai subsistence per se, un être auquel il participerait. Chez lui, il n'y a ni participation ni causalité. Il n'y a qu'une imitation qui est une dégradation, au sens où l'un se reflète dans les parties d'un tout, qui est ce maximum contracté qu'est la nature, l'univers, et dans lequel l'un se reflète totalement, mais dans chacune de ces parties de la nature, de l'ensemble. C'est-à-dire que chaque partie est à l'image du tout. Tout est un. Tout est un, car l'un se reflète en toute chose. Bon, ça, il faut bien saisir ça, parce que là, vous avez saisi quelque chose de très difficile, parce que, donc, il n'y a pas de participation, donc, d'un être, de l'étang, qui participerait à un être, qui est le principe de tout ce qui est, parce que tout ce qui est participe à l'être, et en participant à l'être, il est réellement, mais il est dans les limites de sa participation en tant que participant. Et il est donc en tant que participant, il est limité par une essence qui permet de le définir comme ce qu'il est et le distinguer donc de l'être auquel il participe. Le participant n'est pas le participé. Le participant n'est pas le participé. Le participant et donc doit son être au participé sans être le participé. Moi, je crois qu'il faut bien. Pourquoi? Parce que si dans une philosophie comme celle que Cornelio Fabro, un grand philosophe italien, a écrit un gros livre sur participation et causalité. Et justement, donc, il approfondit cette question de la participation qui doit s'accompagner de la causalité. En effet, dans une philosophie de l'un, il y a imitation, reflet. Et donc, la causalité est une causalité exemplaire. On imite l'un, reflète l'un par imitation. Une imitation dégradante, rapetissante plutôt, qui diminue la perception de l'un, qui montre que l'un est dans chaque partie, mais diminué, mais entièrement. C'est toujours tout l'un qui est là, qui se reflète. Et donc il y a ici imitation et causalité exemplaire. Tandis que dans une philosophie de l'être, il y a participation et causalité efficiente. La causalité est efficiente. Ici, nous avons une causalité qui repose sur l'imitation, et donc qui est d'ordre, une causalité de type exemplaire, pas efficiente, parce que de l'un, rien ne peut sortir. De rien, rien ne peut sortir. Or, l'un, c'est le néant, c'est le non-être, c'est l'exclusion de tout ce qui est. Et donc, l'un peut se refléter dans la multiplicité, sans se diviser, mais en se répétant en différents reflets, mesurables d'ailleurs, puisque tout ce qui est reflète l'un de manière inégale. Donc l'égalité de l'un avec l'un remplace la hiérarchie des êtres distincts. Je disais qu'il est nullement question d'un être des étangs qui serait créé par un être subsistant auquel il participerait et qui serait l'effet d'une cause efficiente. Les étangs ici ne sont qu'un reflet de l'un qui n'est pas participable. L'un ne peut pas être participé, car s'il se laissait participer, comme on le sait, il ne serait plus un. Les étangs ne sont donc qu'un reflet de l'un qui est imparticipable et dont ils sont l'image diffractée, mais l'image de l'un entièrement un, mais de manière diminuée dans chacun de ces éclats de ce miroir brisé qui
illustre qui est l'image du maximum contracté. Ouais, le maximum contracté, c'est-à-dire le contracté, c'est concrétiser, c'est diminuer, c'est rapetisser. Ici, il y a une méditation sur le rapport entre le grand et le petit, aussi, qui est une méditation d'origine platonicienne, qui se réfère à la deuxième hypothèse du Parménide de Platon, de la diade. L'un est au-delà de l'être qui se confond dans la perspective énologique, une philosophie de l'un, donc, à du mesurable et se divise en ce qui mesure et ce qui est mesuré, en ce qui pense et est pensé. Tout ce qui est pensable, l'univers multiple et mesurable, c'est-à-dire calculable par la ratio, la raison, à quoi se réduisent les étangs, est composé de choses opposées et inconciliables entre elles. Mais les opposés se concilient dans l'unité pure et absolue, dans l'un où tout est un. Il n'y a plus d'opposition. On reviendra sur la coïncidence des opposés, là. Bon, cela est incompréhensible à la ratio discursive et calculatrice, parce qu'elle reste au niveau du monde multiple et mesurable, où vaut le principe de non-contradiction. Mais l'intellect, lui, peut saisir intellectuellement ce qui est incompréhensible, rationnellement, contrairement à la ratio, à la raison, qui est, elle, rattachée à la matière singulière mesurable, disons. Bon, la capacité des mathématiques dont l'objet est le modèle ici de cette pensée, de cette connaissance que veut fonder Nicolas sur les mathématiques. Sur ce point, donc, Nicolas, il suit Platon. Quand il s'agit de s'élever jusqu'à l'absolu, il est nécessaire d'abandonner tout le sensible, de dépasser les sens. Nicolas recourt alors aux symboles mathématiques, les figures géométriques et les nombres, en raison de leur universalité, de leur caractère a priori, puisque ce sont des productions de l'esprit, des constructions de l'esprit, ce ne sont pas ce qui appartient au sens. Ces figures et ces nombres se révèlent plus aptes en effet que tous les autres objets mentaux à se rapprocher de la fin recherchée. Bon, et c'est en partant donc du point, de la ligne, du triangle, du cercle, de la sphère, qui sont les figures finies, qu'il transpose dans l'infini. Nicolas montre comment on peut saisir de manière incompréhensible le maximum absolu. Bon, voilà ce à quoi il fallait en venir. Il fallait en venir à ceci. C'est que les mathématiques conduisent à une métaphysique qui s'apparente à une métamathématique. Parce que, donc, son point de départ n'est pas ce qui est donné au sens, au niveau de la sensation. Vous voyez, les sens se sont disqualifiés dans l'acte de connaître. Vous voyez. Pourquoi? Parce que tout ce à quoi les sens accèdent est en perpétuel changement. Vous voyez. Et donc c'est insaisissable. Alors, cela est une raison suffisante pour rejeter comme point de départ de l'acte de connaître l'apport de la sensation. Et c'est comme ça que la chose en soi qui est offerte au sens, comme plus tard chez Kant, sera de l'ordre de l'inconnaissable, parce que ce que je connais, ce n'est pas la chose en soi, c'est l'objet que je construis avec les catégories a priori de mon entendement. Tout est a priori, même le temps et l'espace, vous savez, ce sont des intuitions de la sensibilité, qui sont des intuitions a priori de la sensibilité. Car ce que je perçois, ce n'est pas ce que je perçois avec les sens. Ce que je perçois avec les sens ne me permet pas d'atteindre la chose, de connaître la chose, de réfléchir sur ce qu'est la chose. Ce que je perçois, ce que je connais, c'est uniquement ce que je connais, c'est-à-dire l'objet produit par mon entendement. C'est Kant. Kantien dirait, oui, le phénomène. Le phénomène, c'est la représentation. Mais la représentation, le Verfall, c'est une production de l'entendement. C'est une représentation, le phénomène.
Le phénomène, c'est pas ce qui se présente à la lumière du phos, à la lumière au phos, qui me montre à la lumière du soleil la chose là présente devant moi. Non, 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 la représentation, c'est une production de mon entendement. Attention, le phénomène est ainsi entendu. C'est ça que les kantiens ne peuvent pas comprendre. Parce qu'il y a aussi cette triche du vocabulaire qui consiste à dire, et Kant lui-même le dit, dans un tour de passe-passe au chapitre 1, paragraphe 1 de l'esthétique transcendantale. La matière du phénomène, c'est ça la matière de la connaissance. Mais il va utiliser le mot matière. Oui. Comment voulez-vous qu'on s'y retrouve? Oui, oui. Mais c'est parce que la matière, il faudrait que je revoie un peu cela, mais la matière, c'est ce qui est donné, ce qui est offert au sens, quoi. Ouais. Mais il n'y a pas justement, et ça c'est là où on voit Duns Scott encore à l'origine de tout cela, c'est que Duns Scott définit la substance comme une juxtaposition de matière et de forme. C'est-à-dire que la forme et la matière ne s'interpénètrent pas comme dans la vision idémorphique aristotélicienne, où il n'y a pas de forme sans matière et de matière sans forme, qui sont constitutives toutes les deux de l'étang, de la substance. Chez lui, tout est distinct de tout. C'est-à-dire qu'il y a la matière d'un côté, la forme de l'autre. Ça se juxtapose. Mais tous les deux ne constituent pas la substance. Ouais. Et ça va devenir d'ailleurs deux substances chez Descartes. L'étendue et la pensée. Ouais, la matière et la forme. Ouais, c'est ça ce qui est intéressant. Qu'est-ce qui fait l'unité de l'étang composé de matière et de forme? C'est son acte d'être. Or, dans une conception où tout est, où, disons, tout est un, attention, quand on dit que tout est un, on parle du maximum absolu, de l'un qui n'est qu'un, hein, mais on parle aussi du maximum contracté, où tout est un, c'est-à-dire que ce maximum est composé d'unités. Or, ces unités, c'est-à-dire ces indivisibilités, c'est de l'indivisible. Et donc, l'univers est composé, se divise à l'infini. Hein, se divise à l'infini, est composé d'une multiplicité, d'une infinité d'unités. Voilà. Et d'ailleurs, vous savez que cette pensée logique, finalement, on la retrouve chez Leibniz et chez Démocrite. Démocrite, l'atomisme. Le Démocrite et l'atomisme en général, et l'atomisme rationaliste de la modernité. On va passer de l'atomisme substantiel, réaliste, à un atomisme conceptuel. Bon, l'atomisme réaliste des anciens, des Grecs, de Démocrite, c'est une réponse à Parménide, à l'être un de Parménide. Parce que si tout est un, attention, un tout, et il y a un tout qui n'est pas qui est composé de parties. C'est un tout sans partie, c'est le tout maximum, quoi. Je veux dire, il n'y a que l'un, sans division, sans partie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas l'un est simple. Il n'est pas composé. Il n'est pas multiple. Il n'est pas multipliable. Il n'est pas, ouais, il faut penser sur l'un, la simplicité, le pli, quoi. Le vide. C'est un vide, ouais. C'est même pas un tout, en ce sens-là. L'un est tout, en ce sens où il n'est qu'un, quoi. Ça est tout. Tout au sens de totalité, comme vous le voyez. Au sens où totalité ici, c'est pas un tout composé de parties. Le tout qui sera composé de parties, c'est l'univers. La totalité de tout ce qui est une multiplicité composée d'unités. Alors, Parménide dit, l'être est un. Immuable, éternel, unique. Voilà, il est unique. S'il est un, il est unique. Bon. Alors là, le problème de Parménide, vous le savez, c'était de justifier le monde multiple. Parce que si tout est un, que devient le monde multiple? Et lui, il va dire, eh ben ça, Mektoub, le multiple, ça, moi, ça m'intéresse pas, ce sont des opinions, c'est la déesse qui va nous dire que ça, ce sont des pensées de mortels, qui sont dans l'illusion, les mortels, non? Oui, c'est le poème, non? Et donc, pour renforcer un peu, enfoncer le clou, dirais-je, Zénon, pour soutenir son maître, va nier le mouvement, le monde multiple. Il n'y a pas, l'un est immuable. Donc, tout est immuable. Et c'est pourquoi la flèche, Achille n'arrivera jamais à rattraper la tortue, parce que tout se divise. Vous voyez, il y a une division. La flèche, tant qu'elle part, quand Achille est ici, et la tortue ici, ils ont fait chacun la moitié
ils ont coupé en deux ce qu'ils produisent, ce qu'ils avancent. Vous voyez, chaque trait, disons, chaque trajet, disons, est coupé en deux. Ouais. Mais chaque trajet est coupé en deux, chaque portion est coupée en deux aussi. Puis et c'est ainsi la division à l'infini, de telle manière qu'il n'y a plus de mouvement possible. C'est le break dance. C'est le break, c'est le mouvement brisé. Ouais. Le mouvement est brisé en infinité de. Vous voyez ce que je veux dire un peu là. Donc, si tout est immuable, il n'y a que des points, n'est-ce pas, qui sont indivisibles. Et donc tout ça, c'est intéressant parce que ça va avoir des répercussions sur la notion de temps et d'espace par rapport à la substance. Donc dans l'espace, il n'y a que des points, il n'y a que des points épars, qui ne peuvent être que juxtaposés. Tout est un, dit Parménide. Zénon va enfoncer le point, il va dire, ouais, mais fait tout est un, et donc immuable. Donc il n'y a pas de mouvement, pas de multiplicité. Il n'y a pas de multiplicité. Et Démocrite va dire, eh bien mon cher Parménide, ton unité que tu représentes par une sphère parfaite, vous savez, parce que la perfection, c'est l'image de la perfection, c'est la sphère. Cette perfection de la sphère, c'est l'image de ce qu'est l'être l'un. Eh bien, Démocrite va dire, et le multiple alors, qu'est-ce que tu en fais? Eh bien, il va dire tout simplement, le multiple, c'est ta sphère, multipliée à l'infini. Et donc, il n'y a que des points, que des sphères multipliées à l'infini. Vous saisissez maintenant l'idée? Il y a une multiplicité à l'infini de points, quoi. Des points. Il n'y a que des points indivisibles, parce que le point, c'est l'image de l'indivisible. Et alors que cet point atomique indivisible est réel, matériel, pour les Grecs réalistes, il va devenir conceptuel chez Occam, chez les modernes. Le concept et le mot. Chaque mot est un atome, et pour juxtaposer ces atomes entre eux, pour leur donner du sens, Épicure va résoudre le problème aussi que l'atomisme de Démocrite avait posé, c'est que tous ces atomes, disait Démocrite, tombent dans le vide. Ils tombent tous comme ça directement dans le vide. Et alors, Épicure, et vous savez qu'Épicure va être à la racine du rationalisme moderne. Épicure va être la référence pour Descartes, enfin, pour les modernes, pour Hobbes, pour l'épicurisme. Pourquoi? Parce que Épicure est un atomiste, comme Démocrite, mais il va dire, oui, mon cher Démocrite, d'accord, mais tout ça, ça reste encore irrationnel, quoi. Tes atomes qui tombent dans le vide comme ça, sans se toucher, d'accord? Imagine la pluie d'atomes, une pluie de points, dans le vide, quoi, non? Dans le vide. C'est un peu comme la théorie quantique, ça, on aime bien le vide aussi. Le vide, tout est vide, tout est plein de vide. C'est intéressant. Parce que vous voyez, si vous avez dans la divisibilité absolue, tout se divise absolument jusqu'à un individu, un atome éventuellement, qui doit donc se balader par là, quoi. Mais il faut que, pour former un tout, il faut que ça se rejoigne quelque part, quoi. Donc ce vide, il faut le remplir pour ceux qui se séparent, il faut que ça s'unisse aussi, quoi. Et donc Épicure va inventer la notion de klinamen. Vous vous souvenez de ça? Le klinamen, non, les atomes ne tombent pas directement comme ça, ils tombent de côté, dans tous les sens, ils se croisent. Et en se croisant, ils vont se grouper et créer une forme rationnelle, quoi, qui va pouvoir être compréhensible. Expliquer un peu comment ce monde n'est qu'un ensemble d'atomes qui se croisent, qui se rencontrent, et toute cette pensée, c'est une pensée logique qui repose sur l'idée d'unité comme indivisibilité, et donc qui fait que le monde composé d'unité, le problème d'un monde composé d'unité, c'est le problème du rapport entre ces unités, quoi. Eh bien, si la forme et la matière sont comme deux autonomies, autonomes l'une par rapport à l'autre, ça se juxtapose dans la substance, quoi. Mais ça ne constitue pas l'unité de la substance comme unité.
Ce sont deux unités qui se juxtaposent. Ouais. Bon, tout ça, vous voyez un peu l'idée, quoi. C'est intéressant parce que la divisibilité au maximum, infinie, quoi. Imaginons l'indivisibilité à l'infini. Ouais. Alors ça, c'est concevable grâce aux mathématiques, grâce au calcul infinitésimal, grâce au système, grâce aux théories très sophistiquées des mathématiques, ouais, qui permettent de mesurer. De mesurer quoi? La quantité. Mais c'est quoi la quantité? C'est de mesurer l'énergie. L'énergie avec laquelle les atomes se déplacent, s'attirent entre eux, pour constituer un ensemble. Mais attention, ces atomes ne constituent un ensemble qu'en se maintenant unis et en se séparant. Ils s'unissent en se séparant, ils se séparent en s'unissant. Ils ne peuvent s'unir que s'ils sont séparés. Et donc, on retrouve encore la logique d'Empédocle. Vous savez, de la logique de cette pensée qui fait qu'on la retrouve partout. Si on est dans l'unité comme ça abstraite, quoi. Voyez. Donc, tout s'unit, mais parce que tout se sépare. Voyez. Et c'est encore un peu ce que je disais sur Héraclite, là, dans la Héraclite et Heidegger aussi. C'est un peu ça ce que je disais aussi sur Héraclite et Heidegger. Héraclite, les contraires chez Héraclite. Ah oui, oui, oui. Le chaud, c'est du non chaud. C'est-à-dire qu'il faut que, pour réunir quelque chose, il faut que ces choses-là soient séparées. Or, quelque part, il y a de l'inséparable absolu, quoi. Si j'ai bien compris, vous dites après, il faut comparer avec Heidegger, j'ai bien compris, hein, que forcément, donc, les temps et l'être s'opposent, et donc, les temps, c'est forcément du non-temps. Non, alors je dirais plutôt ça, non. C'est que l'un et l'être, les temps s'opposent. C'est l'un et l'être qui s'opposent. C'est l'un et le non-un qui sont les contraires. L'un, pour être un, doit être du non-non-un, comme le chaud doit être du non-non-chaud. L'un doit être du non-non-un. Alors que l'être, comme on le verra avec Parménide, justement, et Heidegger, l'être, ce n'est pas du non-non-être. Pour Parménide, c'est ça ce qui fait la différence entre Parménide et Héraclite. Et c'est pourquoi Heidegger étudie Héraclite et Parménide, comme les philosophes de l'unité. Eh bien, donc, Parménide est le plus profond, parce qu'il dit, non, d'accord, les contraires s'opposent, cher Héraclite, un contraire a besoin de s'opposer à son contraire pour être un contraire, quoi. Disons, le chaud, et le non-chaud s'oppose, et donc si le chaud veut être chaud, il faut que ce soit du non-non-chaud, quoi. Et donc la guerre entre les contraires, c'est le père de toute chose. Les contraires se nient l'un l'autre, tu vois, c'est intéressant. Tandis qu'à l'être, l'unité de l'être, lui, n'a pas à s'opposer au non-être. L'être, ce n'est pas du non-être, comme l'un n'est pas du non, comme l'un est du non-non-un. Hein, l'être n'est pas du non-non-être. Pourquoi? Parce que si on peut concevoir que le chaud et le non-chaud s'opposent, d'accord? Mais on ne peut pas concevoir que l'être et le non-être s'opposent. Pourquoi? Parce que l'être, pour être, n'a pas besoin de nier le non-être, dans la mesure où le non-être ne peut pas précéder l'être. Le non-être n'est pas. De rien, rien ne peut sortir. Vous voyez la logique un peu? L'être, alors que l'un est du non-non-un, pour être un, il faut qu'il nie tout ce qui le nie, c'est la négation négationniste de Maître Eckhart. Hein? L'être ne peut pas être une négation de la négation. Il ne peut pas être du non-non-être. Car l'être ne peut pas nier le non-être. Le non-être n'existe pas, ne précède pas l'être. C'est parce que donc l'être pour être n'a pas besoin de nier le non-être. C'est profond. C'est ça. C'est profond parce que le non-être, et ça les Grecs avaient bien conçu ça, de rien, rien ne peut sortir. C'est pourquoi ils ont une conception moniste, totalitaire au sens total de moniste, d'enfermement. Tout est un, parce que la totalité de l'un, c'est ce qui est fermé sur lui-même, il n'y a pas de transcendance en dehors de l'un. Et donc le problème de Parménide, c'est en effet de dire si tout est un, la sphère parménidienne, en effet, il n'y a rien en dehors de cette sphère, rien. Donc tout on peut rien ajouter à l'être, quoi. L'être est parfait, c'est un infini
négatif au sens où il est sans relation avec rien. Et il n'est pas... Vous voyez, on ne peut rien ajouter à l'être, quoi. L'être pour être, pas besoin tandis que l'un pour être, il faudrait qu'il s'ajoute l'être. L'un pour être, il faut qu'il s'ajoute l'être. Ah ben, dès qu'on ajoute quelque chose à l'un, c'est fini pour l'un, il n'est plus l'un. Vous arriverez à produire ça Mais le problème de l'être, c'est que justement, aujourd'hui, on ne peut pas comprendre l'être. Pourquoi? Parce qu'on le saisit toujours comme un concept. Vous voyez, comme l'être, il faut que ce soit du définissable, du conceptuel, de l'essence, quoi. C'est-à-dire, il faut que je conçois l'être. L'être, c'est du conçu. Or, l'être, pour les Grecs, c'est la réalité substantielle de l'individu Socrate, surtout pour l'aristotélisme, quoi. C'est l'individu Socrate qui est réellement réel. C'est lui que je vais tuer tout à l'heure en lui faisant boire la tribu. C'est pas l'humanité, Donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème finalement, en fait, d'une autre façon, par rapport à la négation? Par rapport à la négation. À la négation, oui. Tout ce qu'on pense, ce qu'on comprend de la négation. Puis, l'acte nié, la négation. Est-ce qu'il n'y a pas un problème là aussi? Juste en regardant la négation, on peut nier un être de raison, mais comment nier Alors justement, eh ben ça c'est Denis, le grand théologien, le grand penseur, c'est de la théologie négative, et de la négation, c'est Denis l'Aréopagite, et qui est repris par Jacques Derrida. Derrida, sauf le nom. Ouais, comment ne pas parler? Moi, je pensais un truc encore beaucoup plus simple, parce que là, c'est compliqué déjà. Beaucoup plus simple. C'est-à-dire que, au niveau réel, vous voyez, enfin, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Non, c'est justement, parce que et voilà, justement, c'est qu'il faut distinguer le réel du conceptuel. Voilà. Et il faut arriver à comprendre que la négation n'est qu'une opération de l'esprit. Alors, c'est une opération de l'esprit. Ce n'est que ça. Exactement. Et on est en effet dans la mens mensurans. Et l'un, pour justement, il faut tout nier. Pour parler de l'un, il faut parler de l'un jusqu'à se taire. Il faut dire tout ce qu'il n'est pas. Voilà, c'est ça. Il faut dire tout ce qu'il n'est pas. Ouais. Et le dernier mot, ce sera le silence, quoi, sur l'un. Ouais. Comme je dis quelque part, on utilise des mots comme une échelle qu'on laisse tomber derrière soi après avoir atteint le sommet, c'est-à-dire dans le silence de l'un, on repose dans le silence de l'un où tout est un, et dont on ne peut rien dire. Comment ne pas parler, dit Derrida. Comment ne pas dire quelque chose? Parce que dire quelque chose de l'un, c'est le déterminer. Or, l'un, c'est l'indétermination pure, comme la peiron d'un accident, donc on avait vu, enfin bon, je sais plus. Bon. Donc l'un, ouais, c'est bien, c'est que le philosophe de l'un, comme Nicolas, a bien perçu, quoi. L'indivisibilité en soi, la simplicité, l'au-delà de l'être, l'au-delà de toute détermination, l'innommable, le silence, ouais, absolu, ouais. Voilà. Bon, aujourd'hui, on bavarde un peu aujourd'hui. On se défoule un peu, parce que comme tout le monde n'est pas là, on peut dire n'importe quoi, là. Enfin, n'importe quoi, on dit jamais n'importe quoi. Le chapitre 11, il est spécialement donc, sur les mathématiques. Oui, alors le chapitre 11, c'est justement la grande aide des mathématiques pour l'appréhension des diverses vérités divines, c'est-à-dire pour accéder à l'un. Alors, c'est quoi? Attendez, alors là, donc ça doit être clair, n'est-ce pas, pour nous. Vous voyez? Donc, les objets mathématiques sont des constructions de l'esprit. Preuve, le point. Je prends le point, je prends une feuille de papier, tiens, une feuille de papier blanche, tiens, pure comme l'un, sans rien de plus, quoi. Bon, je déplace ce point. Ah tiens, je trace une ligne. Ça y est, tiens, j'ai tracé une ligne, j'ai produit un objet mathématique, géométrique, une figure géométrique. Je déplace maintenant cette ligne. Ça. Bon, et je crée un espace. Ouais.
J'ai créé un espace. Donc et maintenant, donc voilà, je fais une ligne, hop, je fais une autre ligne. Ouais. Ah, j'ai créé un espace et je vais créer un triangle. Tiens, maintenant, je fais un triangle. Ouais. Donc, toujours, le point est toujours en mouvement. Toujours en mouvement. Ouais. Le point est en mouvement. Et donc maintenant, c'est la surface qui va se mettre en mouvement. Ouais. Ouais. Donc je prends j'ai un triangle. Ouais. Bon, j'ai un point. Maintenant, j'ai un triangle comme ça. Et puis, maintenant, j'ai un triangle qui va se déplacer sur lui-même, qui va créer un volume. Ouais. Donc, j'ai le tracé d'une ligne, le tracé d'un triangle, le tracé d'un cercle et le tracé d'une sphère. Voilà, bon, pour faire bref. Or, tout cela, j'ai trouvé une citation géniale de Pascal qui résume tout cela, que je vais vous citer, j'espère la retrouver. L'univers est comme une sphère dans le sens... Non, ça c'est une autre chose. Ça c'est sur des 22 philosophes là. C'est Pascal dit il a une idée géniale. Ah, j'espère la trouver. Donc, vous voyez, le point qui se déplace à une vitesse infinie. Alors voilà, donc il va dire, ouais, donc là j'ai construit des figures finies que je reconnais, la ligne, le triangle, le cercle, la sphère. J'ai créé tout ça. Et maintenant, ce point, s'il se déplace à une vitesse infinie, ouais, et que par exemple je prends un arc de cercle, ouais, je veux dire un arc de cercle, je vous ai déjà donné cette idée. Hein. Je prends un arc de cercle, d'accord ? Donc dans le fini, le cercle est toujours fini. Mais maintenant, je peux élargir toujours ce cercle. Et je ferai toujours un cercle dans le fini. Le cercle a toujours fini. Mais maintenant, si je transpose à l'infini, en laissant tomber mon crayon pour dessiner un cercle, mon compas, j'imagine pas, je conçois un cercle infini. L'arc de cercle est toujours comme ça, comme l'horizon, tiens. Il va devenir une ligne. Donc, le cercle devient une ligne. Ouais. Et c'est comme ça. Toutes les images se fondent dans une unité grâce à un point qui se déplace à une vitesse infinie et qui n'est plus donc le point qui se déplace à une vitesse finie pour tracer un objet fini. Ouais, c'est extraordinaire.